On entend aujourd'hui des enfants de 5 ans dire je vais te jeter par la fenêtre, je vais te tuer, je vais te faire la peau. Les médias répètent en boucle certaines informations très anxiogènes qui nourrissent la peur et donc qui nourrissent l'obéissance. Les structures de phrases sont exactement les mêmes sur l'écologie, sur la guerre en Ukraine, sur tout. On a des ministres qui nous parlent de sèche-linge. On a l'impression d'avoir des commerciaux de chez Darty. Pendant la crise sanitaire, on a mis les enfants sur le même plan que les adultes tout en infantilisant énormément les adultes. C'est une manifestation du totalitarisme. La politique s'est vautrée dans du management de bas étage en fait, qui se mêle déjà de ce qui se passe dans la cour de l'école quand il y a du harcèlement scolaire où ils sont supposés protéger les enfants. L'État doit assumer les missions régaliennes, la famille doit assumer l'éducation. Ça fait 40 ans qu'on entend crise à toutes les sauces. Enfin moi depuis que je suis née, ils ne parlent que de crise. Multiplication des addictions, des scarifications, 299% d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. Un enfant ne peut pas apprendre à parler s'il ne voit pas la bouche. Et ça, quand on le disait, quand on rappelait ce besoin pédiatrique, on était taxé de complotistes et de dangereux criminels. Qu'arrive-t-il à la jeunesse française? Son oisiveté est-elle la cause des émeutes, comme le suggère notre président de la République? À quel point la crise du Covid a pu accélérer ces désordres psychiatriques existants, les créer ou les mettre en lumière? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la psychologue et clinicienne Marie-Estelle Dupont, auteure de ce livre « Être parent en temps de crise », publié aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Et bienvenue chez Front Populaire. Alors votre livre, il parle bien évidemment des conséquences de la crise sanitaire du Covid en 2020, mais on comprend bien que cette crise a servi de catalyseur à quelque chose qui frémissait depuis plusieurs années. Donc ça, on le comprend bien en vous le lisant. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous interroger notamment sur le rôle de l'État et sa participation à la sphère privée. Quel point de bascule historique qui marque ce que vous considérez comme un entrisme exacerbé de l'État au sein de la sphère privée? Ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu quand même après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une emprise idéologique très importante de toute la culture américaine en fait sur la société, puisque le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a frappé les esprits et dans la logique du plus jamais ça, du jamais le retour de l'horreur, évidemment la démocratie libérale américaine est apparue comme la voie du salut, avec quelque part l'idée que le progrès technologique allait nous éviter de retomber sous emprise d'une idéologie politique, comme si la technologie était purifiée de toute forme d'idéologie. Or, derrière une technologie, il y a toujours une anthropologie, il y a toujours une façon de penser l'homme. Donc les États-Unis ont importé toute une culture, tout un rapport à l'homme, tout un rapport à la société de consommation, etc., etc., dans un Occident qui était un vieux continent qui était traumatisé et déspiritualisé déjà depuis plusieurs décennies. Husserl l'avait bien nommé d'ailleurs le basculement de la philosophie vers le positivisme scientifique en fait, hein, et cette espèce de religion de la science comme pouvant nous sauver de tout. Donc cette culture a importé la société de consommation, une révolution aussi féministe avec une certaine radicalité parfois qui a pu finalement jouer contre les femmes parce que ça a plutôt dressé les hommes contre les femmes dans certains excès au lieu de favoriser la complémentarité. Et puis les lobbies, le marketing, les publicités, tout ça a énormément participé à une déspiritualisation, à un désancrage de la population. Et finalement, l'État, après 1945, notamment avec des ministères très importants comme le ministère de l'Éducation nationale qui est donné aux communistes, va glisser vers une forme de, pour moi, d'absence de remise en question de l'expérience totalitaire du XXe siècle. Et on va voir comment, quelque part, l'État va, tout en étant totalement en échec sur les missions régaliennes, se permettre d'être de plus en plus intrusif. D'ailleurs, pour moi, le ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas de sens comme dénomination, puisque l'éducation revient aux parents. Ça devrait être le ministère de l'Instruction nationale. Le gouvernement est chargé de répondre au droit universel à l'instruction et la famille éduque. Et donc là, on a bien vu en fait comment, j'en parle beaucoup dans le livre, hein, dans les programmes scolaires, l'idéologie a peu à peu pris le pas sur le fait de délivrer des savoirs fondamentaux. Et aujourd'hui, le rapport PISA a encore montré cruellement comment les pays de l'OCDE sont en chute libre sur les savoirs fondamentaux, alors qu'il y a une emprise grandissante d'une idéologie qui n'est qu'une idéologie parmi d'autres, mais qui est l'idéologie de la cancel culture.
Alors c'est vrai qu'on pourrait penser, justement, vous parlez de cancel culture, on pourrait parler de ce qu'on appelle de façon très schématique le wokisme, un terme un peu fourre-tout, mais néanmoins qui est apparu au milieu des années 2010. Et c'est vrai que ce que vous me dites finalement, c'est que c'est bien antérieur. Finalement, les racines du wokisme seraient bien antérieures à ce phénomène, on va dire, de la décennie 2010. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une continuité historique et que le wokisme est un moment qui a été précédé par, effectivement, il y a eu mai 68 qui a mis cette injonction absolument épouvantable de jouir sans entrave, et quand il est interdit d'interdire et qu'on a totalement vidé la société de sa dimension spirituelle, l'homme se prend pour Dieu, il va déplacer son besoin de croire qui est propre aux mammifères. Tous les mammifères ont besoin de croire qu'il existe quelque chose de bon, en fait. En éthologie, on le sait. Il va déplacer ça vers la technologie, vers la médecine. Il va être poreux à toutes sortes de narratifs idéologiques. Et on voit bien comment, à l'école, les enfants ne sont plus formés à exercer un esprit critique et à construire une pensée de thèse, antithèse, synthèse. Donc, il y a eu plusieurs points. Et évidemment, la cancel culture, le wokisme, ce déni de l'altérité, finalement, de la différence des générations, de la différence des sexes, de la différence entre le dedans et le dehors, entre l'intime et la sphère publique, est porté à son paroxysme. Alors, il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des réseaux sociaux où finalement il n'y a plus de dedans et de dehors, il n'y a plus de frontières. Il y a le rôle des pressions de lobbies extrêmement puissantes sur des entités supranationales comme Bruxelles, etc. Et finalement, tout ceci converge à une société qui n'arrive plus à être verticale et à dire les mineurs sont sous notre responsabilité, qu'est-ce qu'on leur transmet? Et on voit bien comment pendant la crise sanitaire, on a mis les enfants sur le même plan que les adultes, tout en infantilisant énormément les adultes. Et ça, malheureusement, c'est une manifestation du totalitarisme. Peut-être un totalitarisme soft, peut-être un totalitarisme doux, entre guillemets, ou sans goulag, comme le dit Mathieu Bocoté, mais en tout cas, un totalitarisme en ce qu'il décide de rééduquer l'homme et de mettre toutes les générations sur le même plan. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du sens de l'histoire? Alors c'est un petit peu caricatural, schématique ce que je dis, mais on voit bien par exemple certaines évolutions, notamment sociétales, paraissent presque inéluctables finalement. Justement, le rôle des institutions supranationales, quel rôle vous leur accordez, quelle responsabilité vous leur accordez à ces évolutions sociétales? Mais je leur accorde le rôle qu'elles mettent en œuvre une idéologie mondialiste et sans frontières qui vise à répondre de manière uniforme à toutes les crises qui se présentent. C'est-à-dire qu'il faudrait que face aux défis écologiques, face aux crises migratoires, face à la crise sanitaire, face à toutes les crises qui se présentent, qu'on appelle des crises, mais en tout cas, moi j'appelle ça des défis parce que le mot crise n'envoie pas le même message. Donc déjà, il y a un choix narratif qui est signifiant. En tout cas, face à tous les défis qui se présentent à la nouvelle génération, ces entités supranationales ont la prétention d'avoir la bonne réponse uniforme qui devrait être appliquée de manière mondiale, quelle que soit la culture. Et donc, elles se jouent à saute-mouton avec les souverainetés. Et donc, les États n'ont plus la main sur des questions de santé publique, alors que on ne gère pas la santé d'un pays qui a la démocratie de la France et la culture de la France comme on gère celle de la Chine, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Donc on joue à saute-mouton avec les souverainetés, il n'y a plus de frontières, et par conséquent, on crée une forme d'impasse démocratique, puisqu'il n'est de démocratie que si le peuple est souverain. Donc si on n'a plus qu'un immense peuple sans frontières où tous les individus sont interchangeables, qu'est-ce qui se passe anthropologiquement? Un psychologue est obligé de se poser la question, en fait. Qu'est-ce qui se passe anthropologiquement? On ne respecte plus les racines, en fait, de chaque individu. Les racines sont même vues comme quelque chose de terriblement réactionnaire. Je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'on est sur des problématiques, vous en avez évoqué quelques-unes, qui sont mondiales. Donc, pandémie mondiale type Covid, on peut avoir la question du réchauffement climatique. Donc, est-ce que ce n'est pas légitime de pouvoir essayer de trouver une solution mondiale à ce genre de problème? Non, moi je pense que la possibilité de se coordonner existe et qu'on a bien vu que quand la Chine confinait, la Suède ne confinait pas. Donc il était possible d'avoir des réponses adaptées au climat, à la géographie d'un pays, aux mentalités d'un peuple, etc., etc. Donc on peut se coordonner et on peut débattre
à des échelles supranationales, ça ne veut pas dire imposer la même politique à tout le monde, et certainement pas à toutes les générations. Quand une maladie n'est pas pédiatrique, ça n'a absolument aucun sens de mettre en péril les besoins fondamentaux des enfants, alors qu'on sait qu'en temps de guerre, il y a des chartes de protection des mineurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des mesures pour protéger les besoins essentiels des enfants? Et pourquoi, alors que nous, les cliniciens, ont tiré la sonnette d'alarme, il n'y a pas eu de mise à l'abri, justement, de la psyché des enfants? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un autre problème de santé publique, qui est le problème de la pédopsychiatrie. J'ai encore une question par rapport à l'entrisme de l'État dans la sphère privée. Là aussi, je vais me refaire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas des points positifs à cet entrisme? Je pense notamment à toute la question des châtiments corporels. Dit autrement, où est-ce qu'on place le curseur entre bonne et mauvaise intervention? Et qui le place? Alors, c'est une très bonne question, mais déjà, il faudrait qu'on se pose la question de placer le curseur et de réfléchir. Il y a tout un tas de questions, effectivement, qui mériteraient d'être posées. Mon problème, c'est qu'elles ne sont pas posées. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'État décide de se substituer aux parents sur des questions sanitaires. L'État va décider de s'intéresser à tel sujet et il va confisquer la parole parentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation. On voit bien que sur la question de l'éducation sexuelle à l'école, des circulaires sont là. Ensuite, chacun fait à sa sauce dans son établissement. Il n'y a pas de concertation avec des pédopsychiatres, il n'y a pas de concertation avec les parents. Donc en réalité, le problème n'est pas, pour moi, en tant que psychologue, la réponse qu'on va donner. Pour moi, c'est le fait que la question ne soit pas posée et que finalement, il y ait une confusion des places, parce qu'une société ne peut pas être saine si chacun n'est pas à sa place. L'État doit assumer les missions régaliennes, la famille doit assumer l'éducation. Donc on ne peut pas se mettre à la place des parents et être démissionnaire sur ces missions régaliennes et ensuite reprocher aux parents d'être démissionnaires sur l'éducation de leurs enfants et que leurs enfants soient mal élevés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter, je pense, d'abord la place de chacun. Après, il y aura des discussions, il y aura des débats, tout le monde ne sera pas d'accord, mais d'ailleurs, le combat pour l'école libre quand j'étais gamine, ça permettait justement qu'il y ait différentes formes d'instruction qui correspondent à différents types de familles. Et on voit bien que ça, c'est un combat qui va commencer à être mené a priori par les politiques qui s'en sont pris à l'instruction en famille au nom de la loi sur le séparatisme, mais qui est aussi un désir de contrôler ce qui se passe dans la sphère privée, qui se mêle déjà de ce qui se passe dans la cour de l'école quand il y a du harcèlement scolaire où ils sont supposés protéger les enfants. Puis ils viendront donner des leçons ensuite à la manière dont les parents enseignent les religions à la maison. Donc on voit bien comment de proche en proche, et très souvent c'est au nom du bien que le totalitarisme s'installe. On a une vision de l'homme, on pense que c'est le bien. Le problème, c'est qu'on tombe dans une pensée binaire. C'est-à-dire, moi, je suis du côté du bien, donc tu es inévitablement du côté du mal. Et là, on confisque le débat démocratique. Et pour moi, c'est ça qui est préoccupant. Je n'ai pas, en tant que psychologue, à dire c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qui est bien. Pas du tout. Je tomberai dans ce que je dénonce. Mais c'est de dire, attendez, il y a tout un tas de questions qui n'ont pas été posées là. Il est important d'arrêter d'agir et de ne pas passer à l'acte des décisions et de remettre du dialogue et surtout d'informer les parents, parce que beaucoup de choses sont faites de manière tellement rapide que parfois les parents sont mis au pied du mur, et c'est en découvrant un enfant qui témoigne d'un cours qu'ils s'aperçoivent que quelque chose a été confisqué de l'intime en fait. Là je fais référence évidemment à des dérives sur les cours d'éducation sexuelle à l'école. On parle de... Alors, est-ce que c'est abusif de parler de l'enfant roi? Est-ce que vous adhérez au fait que, justement, cette vision de l'enfant qui serait placé, notamment, je pense, à l'école, l'enfant qui serait au centre de tout, plus que le professeur, finalement? Alors, je pense qu'on est passé de l'enfant roi à l'enfant tyran, à un moment donné, parce que tout ça reposait sur une méconnaissance en fait du développement cognitif et du développement affectif de l'enfant. Un enfant a besoin de tendresse et de limites. C'est-à-dire que priver un enfant de limites, d'interdits, de cadres, de repères, c'est le priver de secours. Puisqu'il est immature, le cerveau est en développement jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire qu'un être qui est en construction n'est pas en mesure d'exercer sa liberté sur tous les domaines de la vie. La liberté, ça s'exerce progressivement sur des choix qui sont à la mesure de ses épaules. Ce n'est pas un enfant de dire « oui, je veux aller vivre chez maman » ou « c'est papa qui a tort dans le divorce ». En revanche, un enfant peut choisir à 6 ans
avec quoi il joue ou comment il s'habille quand il n'y a pas école. Donc, encore une fois, la question des limites et des interdits a été très mal comprise. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu cette mouvance de mai 68 où, comme les adultes n'avaient pas envie de se frustrer et de se poser de limites, il était évidemment très compliqué pour eux d'en poser à leur enfant. Puisque poser des limites à un enfant, c'est faire preuve de patience, c'est répéter, c'est aussi se frustrer, c'est montrer l'exemple. Et donc, quand on a des parents qui sont des ados attardés, évidemment, ils ne vont pas poser de limites à l'enfant. Mais cet enfant roi est en fait pour moi un enfant abandonné. Philippe Jamel disait très bien, en fait, on abandonne un enfant à qui on ne pose pas d'interdit. Donc, ça devient un enfant tyran, mais cet enfant tyran, il est victime de ces impulsions qu'on ne lui apprend pas à canaliser, parce que l'exemple du parent qui n'est plus une figure verticale ne va pas lui permettre de développer ce qu'on appelle le surmoi. Au départ, les interdits sont extérieurs, et puis peu à peu, ils se condensent en une instance psychique qui s'appelle le surmoi, et qui permet que chaque jour, on négocie avec les impulsions, avec l'envie du moment, et puis qu'on discerne, qu'on anticipe les conséquences de ces actes. Donc c'est sûr qu'un enfant qui a été peu encadré, à qui on a tout permis sous prétexte de ne pas le frustrer, c'est évidemment un enfant qui va se trouver dans une très grande détresse et qui ne tolérera aucune frustration, donc il ne sera pas en mesure de s'adapter aux exigences de la vie, aussi bien de la vie matérielle que de la vie sociale et relationnelle. Mais pour l'encadrer cet enfant, est-ce que les adultes sont aujourd'hui, cette génération, suffisamment adultes, entre guillemets? Alors pourquoi je pose cette question-là? C'est notamment, je repense à la crise du Covid, l'infantilisation de la population française de la part de nos gouvernants. Elle a été acceptée finalement d'une façon tout à fait commune, globalement, alors que le discours est terriblement infantilisant. Oui, alors la grande docilité avec laquelle les gens ont adopté une posture de servitude volontaire, quelque part, montre qu'un grand nombre de nos concitoyens n'avaient pas forcément fait le pas de côté par rapport à ce qui leur était raconté, et que la peur qui a sidéré les esprits au début, avec ce retour de la grande angoisse de la peste noire, dont on s'est aperçu quand même au bout de quelques semaines que ce n'était pas la peste noire. De toute façon, si ça avait été la peste noire, on n'aurait pas eu besoin de se signer des attestations, parce qu'on ne serait pas sorti. Ce pas de côté n'a pas été fait par un grand nombre de personnes, mais vous savez, c'est ce que décrit Milos dans La pensée captive à propos des démocraties populaires d'Europe de l'Est. Il dit bien que la plupart des gens n'adhèrent pas à ce qui est raconté. Au fond d'eux, il y a quand même un scepticisme, mais qu'à force d'entendre la liturgie répétée tous les jours et par peur d'être ostracisés et montrés du doigt, ils vont se soumettre. Et donc, ce n'est le fait que d'une minorité d'individus suffisamment ancrés, outillés, et qui finalement sont relativement peu dépendants du regard des autres, qu'il va y avoir un peu de prise de distance, un peu de capacité à dire non mais oui, on te dit ça, mais en attendant, moi je suis ta mère et tu es un enfant, et donc tu as besoin de sortir, et tu as besoin de bouger, et tu as besoin de faire du sport, donc on va trouver un moyen sans violer la loi et sans mettre personne en péril de répondre à tes besoins fondamentaux. Cette posture, elle a quand même été le fait d'un certain nombre de parents, je l'ai bien constaté quand j'étais dans les médias, mais effectivement pas de la majorité, parce que je pense qu'on est dans une société où à la fois les médias répètent en boucle certaines informations très anxiogènes qui nourrissent la peur et donc qui nourrissent l'obéissance, que notre génération est quand même la génération qui commence à être moins instruite, donc on a peu de philosophie, on a peu d'éléments d'histoire, donc on a peu de mémoire pour exercer un esprit critique et remettre les choses en perspective et avoir des petits voyants rouges qui s'allument avec certaines techniques d'ingénierie sociale et de novlangue, parce que vraiment la novlangue du Covid, elle était pour un psychologue extraordinaire à analyser. Donc notre génération, moi j'aime pas faire des généralités, il y avait des gens très outillés, il y avait des gens qui ne l'étaient pas, il y avait des gens qui étaient dans des situations extrêmement critiques parce qu'ils n'avaient plus de quoi vivre. La plupart des gens se sont soumis, mais je pense que ça a quand même été aussi un moment de prise de conscience politique pour un grand nombre des gens de notre génération. Ce qui est intéressant, quand vous me parliez, que vous décriviez justement le parent qui disait aux enfants « tu as le droit de sortir, tu as le droit de faire telle ou telle chose », je me suis dit, c'est exactement ce que faisait le gouvernement avec ses propres citoyens finalement. Tu as le droit de sortir à telle heure, tu signes ton papier, il faut que tu aères ta chambre. On a eu des discours qui étaient quand même fondamentalement hallucinants quand on y repense avec un petit peu de recul.
Encore une fois, c'est quelque chose qui paraît quand même surprenant. Oui, alors vous mettez ça au passé, mais surtout ne le mettez pas au passé. C'est pour ça que mon livre dézoome par rapport au Covid. C'est-à-dire pour moi, le Covid est un excellent... c'est le paradigme à l'aune duquel on peut décrypter la manière dont les crises, entre guillemets, sont traitées par le gouvernement. C'est-à-dire que la crise devient, parce que l'État est en échec complet sur le régalien et que la bureaucratisation l'a rendu obèse et impuissant, l'État va faire feu de toute crise, va faire feu de tout bois pour justifier de se maintenir au pouvoir en infantilisant les concitoyens. Donc, vous avez pris l'exemple du Covid, le paradigme, les structures de phrases sont exactement les mêmes sur l'écologie, sur la guerre en Ukraine, sur tout. C'est-à-dire qu'on a des ministres qui nous parlent de sèche-linge. On a l'impression d'avoir des commerciaux de chez Darty. C'est incroyable. Donc on est tombé, enfin la politique s'est vautrée dans du management de bas étage en fait. On en est là, c'est ça qui est très préoccupant je trouve, comme exemple vis-à-vis de la jeunesse. C'est-à-dire que la parole politique n'est plus une parole politique. C'est une parole de management grossier, avec des petits nudges où on vous dit, bon bah vous avez le choix, mais en gros si vous ne faites pas le bon choix, vous allez être mis de côté et puis vous allez être pointé du doigt quand vous irez en entreprise. Parce que les entreprises, comme les médias, deviennent le relais, évidemment, du pouvoir en place et de la doxa, quoi. C'est ça qui est très inquiétant. C'est que finalement, les entreprises deviennent des cercles d'infantilisation également. Mais est-ce que si les ministres nous parlent du sèche-linge, en effet, est-ce que c'est simplement parce qu'ils n'ont plus de pouvoir? Parler des institutions supranationales, bon là en l'occurrence on peut parler de l'Europe, de Bruxelles qui préempte un certain nombre de prérogatives nationales, mais voilà, est-ce que finalement nos hommes politiques ont l'autorité, la justification de cette autorité? Ça fait 40 ans qu'on entend crise à toutes les sauces. Enfin moi depuis que je suis née, ils ne parlent que de crise. Donc on peut penser que ça fait 40 ans qu'effectivement, progressivement, il y a une politique nationale qui est vidée, qui devient une enveloppe vide en fait, qui est vidée de sa substance et que donc elle ne peut se justifier qu'en allant sur des problématiques intimes mais avec tous les effets pervers effectivement que ça peut avoir sur la population et avec une abstention qui grandit parce que finalement les gens perçoivent cette déconnexion totale de la réalité et finalement ces clones qu'on nous sert en politique font qu'il y a un désintérêt total de la part de beaucoup d'individus qui savent que de toute façon l'État n'aura pas la réponse aux questions graves, puisque de toute façon l'État est dépassé par ce qu'il a mis en place, progressivement. Donc finalement les gens n'ont plus confiance dans ces autorités-là. Et ça, c'est évidemment très préoccupant pour une société. Alors je vous propose d'aborder un petit peu le Covid et le cas des enfants, parce que votre livre y est consacré en partie. Alors on a désormais un petit peu de recul, mais j'ai bien compris que vous disiez qu'en effet c'est un continuum, hein. Mais quels dégâts a provoqué la crise du Covid sur la jeunesse, dégâts que vous rencontrez encore aujourd'hui? Ça fait 4 ans désormais, donc... Alors Claire Hédon avait rappelé quand même que depuis 2014 la santé mentale des jeunes se dégradait assez rapidement et que l'augmentation des psychotropes chez les mineurs était très préoccupante. Alors il y a un point quand même que je veux souligner, c'est que l'augmentation des psychotropes, elle n'est pas simplement liée à l'augmentation des pathologies. Elle est liée... Ah, psychotropes? Les psychotropes, les médicaments, ce sont tous les médicaments qui regroupent les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques, les amphétamines qu'on peut donner pour des troubles de l'attention, c'est-à-dire tous les médicaments du psychisme. L'augmentation de la prise de psychotropes, elle n'est pas seulement liée à l'augmentation des troubles psychologiques, elle est aussi liée à la paupérisation de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire que moins vous avez d'offres de soins, plus un jeune qui ne peut pas être reçu correctement
va être redirigé vers en fait le généraliste de la famille qui, ne pouvant ni mener une psychothérapie ni effectuer un bilan psychologique et neuropsychologique, va lui donner un antidépresseur pour limiter la casse et éviter une tentative de suicide. Mais donc on voit bien comment l'augmentation des psychotropes, elle est autant le fait de cette offre très pauvre en pédopsychiatrie et de la pauvreté de la prise en charge que de l'augmentation des troubles psychologiques. Et puis d'une psychiatrisation du mal-être, c'est-à-dire qu'un jeune qui va mal, selon moi, la bonne réponse, c'est pas le psychotrope en première intention, bien entendu. Alors, on constate que la jeunesse va de moins en moins bien avant la crise Covid, et puis il y a vraiment un infléchissement très important avec le Covid, une vague pédopsychiatrique à partir de février 2021 qui est extrêmement préoccupante. Nous, on tire la sonnette d'alarme, évidemment, on nous répond, comme on est dans une société du chiffre, oui, mais on n'a pas encore les études, mais le jour où on a eu les études, il était évidemment trop tard. Les enfants n'allaient pas bien. Pourquoi? Parce que les adultes allaient déjà mal. C'est-à-dire que la société, la crise sanitaire a très bien montré que le mal-être allait vers des tranches d'âge de plus en plus jeunes. Donc c'est d'abord les adultes qui ont présenté des troubles anxieux et dépressifs au moment du premier confinement, et puis ensuite c'est les étudiants, et ensuite les plus jeunes, et notamment les bébés qui, à force d'être devant des adultes masqués, ont présenté des retards de parole. Mais bon, quand on disait ça, on se faisait traiter de complotiste alors qu'on essayait juste de mettre en lumière de façon non binaire le fait qu'il y avait certes un problème de santé avec le Covid, mais qu'il y avait un autre problème de santé, c'était qu'un enfant ne peut pas apprendre à parler s'il ne voit pas la bouche. Et ça, quand on le disait, quand on rappelait ce besoin pédiatrique, on était taxé de complotiste et de dangereux criminels. Alors que malheureusement, si la santé humaine est complexe, ça n'est pas de mon fait. Donc on a eu chez les adolescents une multiplication des addictions, des scarifications, 299% d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans, 299% d'augmentation de tout ça, parce qu'on a essayé de déformer évidemment mon propos en disant non, il n'y a pas 4 fois plus de suicides, mais je n'ai pas dit qu'il y avait 4 fois plus de suicides. Donc beaucoup d'idées suicidaires. Les chiffres de Santé publique France étaient très préoccupants sur les passages aux urgences semaine après semaine pour idées suicidaires justement. Sur certains bassins de population, jusqu'à 6 fois plus de troubles alimentaires, donc de décompensation d'anorexie chez des jeunes femmes. Les jeunes femmes étaient encore plus marquées par le mal-être que les garçons. Mais les garçons, c'est parfois un petit peu plus lent à voir, un petit peu plus pernicieux. Et on se rend compte 2 ans plus tard qu'ils sont toujours pas sortis de leur chambre et qu'ils sont totalement addicts à leurs jeux vidéo et qu'ils sont en décrochage scolaire. Pendant l'hiver 2021, on a eu 52% des jeunes qui ont dit vouloir arrêter leurs études. Donc là, on voit bien le mal-être et le symptôme dépressif d'impossibilité de se projeter, parce que la dépression se caractérise par l'absence de projection. Voilà, et puis chez les enfants d'âge primaire, on a eu beaucoup de symptomatologie anxieuse avec des somatisations, des pleurs à répétition, une peur d'aller à l'école, une peur de tuer leurs aînés, de l'hypocondrie, des TOC. Parfois des obsessions alimentaires, je ne veux pas manger l'aliment qui a touché tel aliment, etc. Moi j'en ai eu beaucoup en consultation, et puis des maux de ventre, des céphalées, des cauchemars. Ces enfants-là en sont globalement sortis pour beaucoup, mais ceux qui ont décompensé véritablement des anorexies, etc., il faut comprendre que quand l'équilibre global d'un être humain en construction est brisé, il met beaucoup de temps à se retrouver. Les enfants qui aujourd'hui sont en CP et qui n'ont pas eu accès au moment où ils étaient tout petits à des interactions sociales normales avec des pairs et des adultes, les enseignants le disent, les éducateurs le disent, ils sont en grande difficulté à l'école. Il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre la socialisation qui, normalement, s'est faite dans les premières années pour rendre les apprentissages fondamentaux possibles. Donc ça, les retours de certains enseignants sont congruents avec ce qu'on voit en cabinet et ça, c'est très préoccupant. Et puis des retards de parole chez les bébés. Est-ce qu'on peut parler de génération sacrifiée ou c'est excessif ? Non, on peut parler de génération sacrifiée. Je veux dire, les études de neurobiologie montrent que les bébés nés pendant le Covid, qui sont aujourd'hui donc de jeunes enfants, ont des aires cérébrales liées aux compétences sociales, donc qui gèrent l'empathie, l'agressivité, etc., qui sont plus petites que les bébés nés avant le Covid. Alors, c'est pas 100%, bien entendu, mais c'est préoccupant parce que ça veut dire que ceux qui vont bien vont être en interaction majoritairement avec des enfants en grande difficulté, donc plus de passages à l'acte violent. Ça a vraiment flambé. Les élus locaux, les éducateurs le disent, et nous on le voit, il y a des passages à l'acte beaucoup plus facilement parce que
moins vous avez de capacité à élaborer vos émotions et votre frustration, plus vous vous déprimez, moins vous avez confiance en vous, et plus vous allez devenir violent soit contre vous-même, avec des scarifications, etc., soit sur autrui dans la cour de l'école. On entend aujourd'hui des enfants de 5 ans dire « je vais te jeter par la fenêtre, je vais te tuer, je vais te faire la peau ». C'est-à-dire vraiment, là on a vraiment des éléments très 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 alarmants. Vous racontez, vous avez eu vos enfants pendant la période du Covid. Pas tous, mais certains, oui. Vos jumeaux, si je ne m'abuse. Vous racontez comment justement on vous a demandé de vous en occuper. On a la question du masque dans l'école. Vous le dites vous-même, cette question de voir, cette question d'entendre parler, de voir les gens parler. Comment on a pu à ce point oublier ce qu'est un enfant? Quels sont les besoins de l'enfant? Et comment on a pu avoir des raisonnements totalement déconnectés d'une simple réalité de bon sens quelque part? Qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable concernant les enfants, c'est qu'on a des connaissances en neurobiologie immenses. Dans les années 60, on pensait qu'un bébé, c'était un tube digestif. La parole de l'expert a été mise de côté au profit de statistiques. On a délaissé la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes. C'est de la maltraitance de bébés, c'est de la maltraitance d'adultes. Tant que la sphère politique sera envahie par une vision technocratique des choses, et c'est pas ce qu'est Bruxelles aujourd'hui qui va nous secourir là-dessus, on ne pourra que faire des catastrophes sur le plan humain. Des personnes âgées qui m'ont appelé au secours en me disant « mais ma vie n'a plus de sens parce que de toute façon, à l'âge que j'ai, la seule saveur de mon existence, c'est de voir mes descendants ». Le lien est le meilleur antidépresseur pour un être humain. C'est l'altérité qui est notre marque de fabrique en fait, et les écrans nous volent ça.